Madame Gentien, vous avez la parole. Oui, vous pouvez répéter votre question? C'est-à-dire que vous voulez savoir quelle est la différence entre un rejet Dans et un l'article rejet 6, implicite? dans l'article 6, on précise décision de rejet, on dit décision de rejet, et dans celui-là, on précise décision implicite. Rejet implicite, c'est quand le gouvernement ne répond pas au bout d'un certain délai. Donc, en l'occurrence, je comprends qu'une décision de rejet, elle est explicite. Et une décision implicite, c'est quand il n'y a pas de réponse. À ce moment-là, c'est implicite. Dans le délai. Tout à fait. Dans le délai imparti, effectivement. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur le conseiller? C'est bon? Pas d'autres demandes d'intervention. Je vais donc soumettre aux voix l'article 8 ainsi amendé et modifié. Qui est favorable? Qui est favorable? À l'unanimité, l'article 8 est adopté. On passe à l'article 9, madame le rapporteur. Madame Julier propose d'ajouter en fin du dernier alinéa, après les termes « ces observations », les termes « par écrit ». L'article 9 donc sera réinscrit avec cette modification. Merci madame le rapporteur. Y a-t-il de demande d'intervention? Pas de demande d'intervention. Qui est favorable à l'article 9 ainsi modifié? Qui est favorable à l'unanimité. L'article 9 est adopté. On passe à l'article 10. Madame Julier propose d'ajouter au premier alinéa, après les termes « agent de service », les termes « du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Et donc l'article 10 serait réinscrit avec cette modification et la commission donne un avis favorable. Merci. Y a-t-il une demande d'intervention? Pas de demande d'intervention. Qui est favorable à l'article 10 ainsi modifié? À l'unanimité, il est adopté. On passe à l'article 11. Même proposition, Monsieur le Président. Madame Julier propose d'ajouter au premier alinéa, après les termes « le service », les termes « du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » et l'article 11 Merci. donc serait réinscrit avec cette modification. Et avec un avis favorable. Très bien. Qui est favorable à cet article 11 ainsi modifié? Il est adopté à l'unanimité. Article 12. Pareil, Monsieur Pareil. le Président. Qui est favorable à l'article 12 ainsi modifié? Il est adopté à l'unanimité. Article 13. Madame Julier propose d'introduire les compléments suivants. Premier et dernier alinéa, après les termes « le président du gouvernement », ajouter les termes « de la Nouvelle-Calédonie ». Au deuxième et troisième alinéa, après les termes « le service », ajouter les termes « du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Au deuxième alinéa, après les termes « ces observations », ajouter les termes « par écrit » et donc l'article serait réécrit avec ces modifications et un avis favorable sur l'article 13 ainsi modifié. Merci. Madame Thioué. Merci, Président. Mais peut-être que le président de la province sud amènera des informations complémentaires dessus. Je voulais savoir comment se donne l'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement, qui est de la compétence de la province sud, pour des ouvrages ou des constructions de ce genre. Ça se combine comment dans tout le processus, en fait. Merci. Merci Madame Thioué. Monsieur le Président de la province sud, vous voulez apporter un élément de réponse? Vous avez la parole. D'une manière générale, hein, Monsieur le Président, parce que... Mais pour autant que je sache, les autorisations, les installations, qui sont soumises à différentes réglementations, le cas échéant par différentes collectivités, doivent toutes avoir et obtenir ces différentes autorisations auprès des différentes collectivités. Voilà. Les autorisations, d'ailleurs, ne pouvant pas être légalement liées les unes aux autres, mais généralement, tout ça est mené parallèlement. C'est valable pour la province sud, pour la province nord, pour la province des îles, pour toutes les provinces. Monsieur Lallier, vous avez la parole. C'est pas pour information, mais c'est par curiosité. J'ai envie de comprendre un peu. Pourquoi on rajoute, après le président du gouvernement, il faut rajouter de la Nouvelle-Calédonie? C'est parce que c'est le titre exact ou c'est parce que c'est une délibération du Congrès? Donc on va préciser quand il s'agit d'un autre pays, mais de la France par exemple, mais là
Il n'y a qu'un gouvernement en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que c'est une curiosité que, si ça dérange personne. Bon. Je pense que c'est effectivement le titre exact, peut-être, Monsieur Lallier, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Non, ben allez-y, avancez. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Pas d'autres demandes d'intervention. Qui est favorable donc à l'article 13 ainsi modifié? À l'unanimité est adopté. Article 14, s'il vous plaît, Madame le rapporteur. Madame Julier propose d'ajouter les termes, après les termes le gouvernement, les termes de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'article... Qui est favorable à l'article 14 ainsi modifié? À l'unanimité est adopté. Article 15. Madame Julier propose les compléments suivants. Après les termes du gouvernement, ajouter les termes de la Nouvelle-Calédonie. Au 8e alinéa, après les termes le service, les termes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et après les termes ses observations, ajouter les termes par écrit. Avis favorable sur cette proposition de complément. Très bien. Par ailleurs, non, c'est ça, c'est après. Ça s'appelle ça la répétition. Allez-y, Madame rapporteur. Par ailleurs, Madame Julien indique avoir déposé un amendement permettant d'indemniser l'exploitant en cas d'abrogation ou modification de l'autorisation d'exploiter dès lors que la faute ne lui incombe pas. Amendement numéro 14, ancien numéro 15, proposition donc à la première phrase de l'article 15 insérer si la faute relève de l'exploitant après gouvernement. Après le 6e, insérer le nouveau paragraphe suivant. S'agissant des deux derniers cas, l'abrogation ne peut être prononcée s'ils sont la conséquence d'une avarie majeure échappant au contrôle de l'exploitant. Monsieur Watling précise que l'indemnisation de l'exploitant dans le cas du retrait d'une autorisation qui ne serait pas due à une faute de l'exploitant a d'ailleurs déjà fait l'objet de discussions avec Enercal. Il estime que ce cas de figure est implicite à la rédaction initiale, l'autorisation n'étant retirée sans indemnité que s'il y a faute de l'exploitant. Il signale d'ailleurs qu'apporter la précision obligera le gouvernement et non l'exploitant à prouver la faute de ce dernier, tandis qu'en l'état actuel, c'est à l'exploitant d'apporter la preuve qu'il n'est pas responsable. Monsieur Le Courrier signale néanmoins que la décision de retirer une autorisation doit de toute façon être motivée par le gouvernement. Ainsi, il y a nécessairement déjà démonstration de la faute. Monsieur Watling souligne que c'est le terme « faute » qui ne convient pas. Attirant l'attention sur le 8e alinéa de l'article, Madame Julier signale que le gouvernement laisse un délai de 15 jours à l'exploitant pour se justifier. C'est donc qu'il y a bien faute avérée. Monsieur Watling confirme cette remarque, mais signale de nouveau que dans la rédaction initiale, c'est à l'exploitant de se justifier et non au gouvernement de démontrer la faute de celui-ci. Il est décidé de mettre un terme au débat sur ce point et de solliciter le service du contentieux des affaires juridiques du Congrès afin de juger de la nécessité ou non de cet amendement et d'en proposer le cas échéant une rédaction pour la séance publique du 7 avril prochain. La seconde proposition de modification suggérée dans cet amendement numéro 14, ancien numéro 15, recueille quant à lui un avis favorable. L'article 15 serait ainsi réécrit avec les modifications proposées et la commission émet un avis favorable sur l'article 15 ainsi modifié. Très bien, merci Madame le rapporteur. Il me semble que des amendements ont été déposés ce matin. Je regarde Madame Juillet qui a déposé ses amendements. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je regardais le signal du secrétaire général pour savoir à quel moment il fallait intervenir pour retirer cet amendement et en proposer de nouveaux qui viennent en remplacement suite à l'étude juridique qui a été demandée au Congrès. Là, je me tourne vers les services pour savoir comment est-ce qu'on procède. Est-ce que je rends compte moi-même de l'analyse juridique du Congrès ou est-ce que je laisse les services en expliquer le fond? Je vous propose de donner la parole à Monsieur le secrétaire général pour qu'il nous éclaire sur le sujet, Monsieur le secrétaire général.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors, nous avons effectivement rendu une note qui avait été demandée à l'occasion de la réunion de commission. Cette note a été mise en distribution hier soir. Je crois que tous les conseillers en ont été destinataires. Nous n'avions pas de réserve particulière à formuler sur les différents amendements qui avaient été déposés. Néanmoins, Madame Julier a donc déposé 2 amendements ce matin, 2 amendements donc de séance. Nous vous préconisons d'examiner en premier lieu l'amendement numéro 19 qui porte sur une modification du premier alinéa de l'article 15, donc pour procéder dans l'ordre, et ensuite de procéder à l'examen de l'amendement 14 rectifié qui a été également déposé sur les pupitres ce matin. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, Madame Juillet vous propose de prendre l'amendement numéro 19 que vous avez déposé ce matin. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en séance, j'avais proposé que soit retiré le principe de non-indemnisation de l'opérateur quand la faute ne lui incombait pas. Cependant, par rapport à la rédaction qui avait été proposée, cela sous-entendait que dans chacun des 3 premiers cas, automatiquement, l'opérateur serait indemnisé si les raisons pour lesquelles il y avait menace de la sécurité publique ou menace de la salubrité publique ou encore une menace sur l'environnement ne relevaient pas de son fait. Or, les services m'ont indiqué que ça pouvait entraîner un certain nombre de conséquences sur le gouvernement qui serait alors obligé d'indemniser à chaque fois l'opérateur. Pour autant, si on laisse la formulation telle qu'elle est, ça sous-entend aussi que l'opérateur ne serait en aucun cas indemnisé, même si la faute ne lui incombait pas. Donc, pour éviter d'avoir à régler dans un texte le problème des indemnités, il vous est proposé à travers ce nouvel amendement numéro 19 de supprimer la référence à l'indemnisation. À ce moment-là, chaque cas serait traité individuellement et le droit commun s'appliquerait. Donc, au premier alinéa de l'article 15, je vous propose de supprimer le membre de phrase suivant « sans indemnité de la part du gouvernement ». Merci, Madame Juillet. Sur cette proposition d'amendement numéro 19, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Je vais soumettre au vote donc l'amendement numéro 19 qui vient d'être présenté. Qui est favorable? Qui est favorable? À l'unanimité, l'amendement numéro 19 est adopté. On passe à l'amendement numéro 14, modifié et rectifié. Madame Juillet. L'amendement 14 reprend une partie de l'amendement numéro 15 proposé en commission qui a été adopté favorablement par les commissaires. Cet amendement vise à ne pas retirer d'autorisation à l'opérateur si les délais de construction sont dépassés ou si il n'a pas utilisé son installation pendant 2 ans. Et que, encore une fois, les motifs ne sont pas de son fait. Voilà la proposition qui est faite. Pour autant, j'ai rajouté dans la proposition d'amendement qui vous est faite aujourd'hui la notion de cas de force majeure et je vous propose la rédaction du nouvel alinéa suivant. S'agissant des 2 derniers cas, l'abrogation ne peut être prononcée s'ils sont la conséquence d'un cas de force majeure ou d'avarie majeure échappant au contrôle de l'exploitant. Très bien, merci Madame Juillet. C'est clair pour tout le monde? En l'occurrence, on rajoute simplement la notion de cas de force majeure à l'amendement précédent. Donc l'amendement numéro 14 rectifié, tel qu'il vient d'être présenté, je le soumets à votre vote, qui est favorable. À l'unanimité, il est adopté. Et donc l'article 15, ainsi amendé et modifié, est soumis à votre vote, qui est favorable. À l'unanimité, il est adopté. Article 16, Madame le rapporteur.
Madame Julier propose de remplacer au premier alinéa les termes ci-dessus par de la présente délibération. Avis favorable de la commission sur cet article ainsi modifié. Merci. Pas de demande d'intervention. Qui est favorable à l'article 16 modifié? À l'unanimité est adopté. Article 17. Amendement, donc il y a un amendement numéro 15, ancien numéro 16. Alors, exposé des motifs. L'article 17 vise à encadrer les augmentations de puissance des installations hydrauliques. Or, il apparaît que celles-ci font uniquement l'objet d'un accord. Alors, je ne sais pas si c'est express, ça s'écrit, express du gouvernement, et ce, même si l'augmentation entraîne un changement de régime. Jugé insuffisant, il est proposé de remplacer l'accord express par un arrêté du gouvernement dans le cas où l'augmentation n'entraîne pas de changement de régime de l'installation. Si l'augmentation de puissance entraîne un changement de régime, il est proposé que l'exploitant dépose une demande d'autorisation de concession. Donc, proposition de modification de l'article 17, supprimer le texte de l'article 17 et remplacer par le suivant. L'augmentation de la puissance d'une installation peut être autorisée une fois par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve que les modifications ne soient pas de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et qu'elles ne portent pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages. Le service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chargé de la ressource en eau, peut prescrire la mise à jour des informations mentionnées au grand 3 de l'article 3. Les demandes d'autorisation d'augmentation de la puissance des installations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5. Si l'augmentation de puissance prévue au premier alinéa a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente délibération, le permissionnaire est tenu de déposer une nouvelle demande de concession. Madame Julier précise que cet amendement vise à remplacer l'accord express du gouvernement par un arrêté du gouvernement. Monsieur Serre du cabinet de Monsieur Cornaille suggère également de remplacer au dernier alinéa de la modification proposée dans l'amendement le membre de phrase « une nouvelle demande de concession » par une demande de concession, car il s'agit de la première. Avis favorable sur l'amendement numéro 15 et modifié par la modification proposée par Monsieur Serre. Donc, l'article 17 serait réécrit comme suit. Vous voulez que je vous fasse la lecture? Oui. Bon. L'augmentation de la puissance d'une installation. Non, c'est bon. Non, tout le monde est d'accord pour que... Voilà, merci. Avis favorable de la commission sur l'article 17 ainsi modifié. Merci, madame la rapporteure. Monsieur Lallier, je crois, a demandé la parole en premier et madame Thiéoué ensuite. Monsieur Lallier. Non, je voulais juste demander ce qu'est le service technique qui écrit ce dossier, ce texte-là. Parce qu'il y a tellement d'amendements que c'est ça que je pose la question. Est-ce que c'est deux administrations en même temps? C'est pour ça qu'il y a... Non, c'était... Sinon, on me donnera après. C'est pour dire que... On vous donnera. Madame Juillet, vous avez la parole. La DAVAR intervient sur ce dossier. Pour autant, ça fait donc 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé sur le dossier, donc on peut aisément comprendre les problèmes de rédaction, d'ajustement, de rajout conseillés par les services juridiques. Et surtout, le texte est passé au Conseil consultatif de l'environnement et a fait l'objet de très longues discussions, d'une journée de discussion, même pour rien vous cacher. Et le rapport a conduit à émettre un certain nombre de recommandations. Et en ma qualité de présidente de la commission, j'ai tenu à intégrer certaines de ces recommandations au texte, jugeant qu'elles étaient en faveur d'une protection de l'environnement et qu'elles ne portaient pas atteinte à l'objectif du texte, à savoir l'émergence de centrales hydrauliques. Non, mais... Très bien. Merci, madame Juillet. Madame Thiéoué, vous avez la parole. Merci, Président. C'est pour réitérer ma demande de ce matin au sujet de l'atlas hydraulique. Si je comprends bien que c'est par cet atlas que nous aurons la disponibilité de ressources en eau, puisqu'ici, on propose l'augmentation de la puissance d'une installation. Donc, j'entends bien que c'est sous réserve qu'on consulte
cet atlas ou cette disponibilité que nous avons sur la ressource en eau. Parce qu'ici, on dit, sous réserve que les modifications ne soient pas de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Oui, c'est bien écrit, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, nous, au moins, qui votons cette ressource en eau, la capacité que nous avons sur la ressource hydraulique de notre pays ou la ressource en eau de notre pays. C'est pour ça que j'insiste dessus. C'est important. Merci. Très bien. Merci, Madame Thioué. C'est effectivement dans le sens de votre intervention de ce matin. Monsieur Dunoyer. Monsieur le Président, un petit peu en réaction aux propos de Madame Thioué, elle les a déjà formulés ce matin, on comprend bien l'inquiétude. C'est pour ça que la délibération se présente avec, je dirais, deux temps. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Le premier temps consiste à dire, tant que nous n'avons pas, nous ne disposons pas de manière complète de l'atlas hydrologique susceptible d'être élaboré par les services en compagnie de ceux qui détiennent un peu d'informations, on passe à l'étape, la première étape qui consiste à dire dossier par dossier, cours d'eau par cours d'eau finalement. Et là, pour le coup, véritablement, il y aura appréciation de la sensibilité, de l'importance de préserver à la fois les environnements aquatiques, les environnements terrestres, et de savoir si oui ou non, mais mesure par mesure, dossier par dossier, l'autorisation peut être accordée. Donc la préoccupation de Mme Thioué est légitime, elle sera peut-être satisfaite dans un temps, on a parlé en commission d'une année ou de 2 années, mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, aucune autorisation ne sera délivrée sans auparavant et en amont que les services vérifient que cette autorisation n'est pas destructrice de l'environnement et de la ressource en eau. Très bien. Merci, Monsieur Dunoyer. C'est illégal, ça. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais faire procéder au vote sur l'amendement qui a été présenté, qui est favorable à l'amendement numéro 17. À l'unanimité, il est adopté. Donc l'article, c'était l'amendement numéro 15, pardon. Donc l'article 17 ainsi amendé et modifié, qui est favorable à l'unanimité, il est adopté. On passe à l'article 18, Madame la rapporteure. Madame Julier propose de compléter au deuxième alinéa les termes le gouvernement par de la Nouvelle-Calédonie et donc la commission a émis un avis favorable sur cet article ainsi modifié. Merci. Qui est favorable à l'article 18 ainsi modifié? À l'unanimité est adopté. Article 19. C'est la même proposition et ça a été accepté par la commission. Merci. Qui est favorable à l'article 19 modifié? Il est adopté à l'unanimité. Article 20. Madame Julier propose de supprimer les dispositions de cet article à partir du deuxième alinéa car il s'agit de redondance et de contradiction avec le début de l'article. Amendement numéro 16, proposition de modification de l'article 20, supprimer le texte de l'article 20 à partir de la deuxième phrase du deuxième paragraphe. Avis favorable sur l'amendement numéro 16, ancien numéro 17. Très bien. Et avis favorable... Non, il y a encore autre chose. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Qui est favorable à l'amendement numéro 16 qui a été présenté? Qui est pour? À l'unanimité est adopté. Article 20 ainsi amendé, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Oui. Article 21. Article 20. Je passe directement à l'article 22. Moi. Article 21, Madame la rapporteure. Ah, ouais. Donc, Madame Julier propose de compléter au deuxième alinéa les termes le gouvernement par de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, on a un avis favorable de la commission sur l'article 21 ainsi modifié. Merci. Qui est favorable à l'article 21 ainsi modifié? Pardon. Monsieur Lallier, vous avez la parole. C'est moi qui, comme tout à l'heure, dans l'erreur, parce que c'est à quelle page, hein? Page 40 du rapport. Ah, mais j'ai pas le 40, le nom de... Il manque... Mon texte, c'est juste 39-41. C'est-à-dire? Il vous manque la page 40? Oui. On a 39-41. Ah. Bon, désolé pour la reproduction. Non, mais c'est bon, Signalez-le au service du Congrès pour qu'on puisse vous faire parvenir cette page 40. Très bien. Il s'agit juste de rajouter encore une fois le terme de la Nouvelle-Calédonie après le gouvernement. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, l'article 22 ainsi modifié, qui est favorable? Voilà.
à l'unanimité est adopté. Article 22. L'article 21, pardon, vient d'être voté. On passe à l'article 22. Madame Julier propose de compléter au dernier alinéa les termes du gouvernement par de la Nouvelle-Calédonie. Donc, avis favorable sur l'article 22 ainsi modifié. Merci. Qui est favorable à l'article 22 ainsi modifié? Il est adopté à l'unanimité. Article 23 sans observation, ainsi que l'article 24 sans observation. Il y a une erreur matérielle. Voilà. Ah non, c'est oui. Une erreur matérielle est signalée dans l'intitulé du chapitre suivant. Au lieu de chapitre 3, lire chapitre 4. Avis favorable sur cette modification. Très bien. Donc sur les articles 23 et 24, avec la petite modification de l'article 24, qui est favorable? À l'unanimité, ils sont adoptés. Article 25, sans observation. Qui est favorable à l'article 25? Il est adopté. Article 26. Sur la recommandation du comité consultatif de l'environnement, Madame Julier propose de durcir les amendements pour installation illégale. Donc, proposition de modification de l'article 26. Le premier paragraphe est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants. Le fait d'exploiter une usine hydraulique sans être titulaire d'une autorisation prévue par la présente délibération est passible d'une amende de 8 900 000 francs. Le fait d'exploiter une usine hydraulique en violation d'une décision de refus d'autorisation, d'une mesure de retrait d'une autorisation ou après abrogation de l'autorisation est passible d'une amende de 11 900 000 francs. Monsieur Le Courrieux signale que les sanctions pénales ne relèvent pas du Congrès et évoque une jurisprudence en cours. Indiquant que la DAJ n'a pas fait d'observation en ce sens, Madame Julier explique qu'il s'agit simplement d'augmenter une amende sans qu'elle ne soit supérieure à celle existante en métropole. Il est indiqué l'intérêt de vérifier les montants des amendes. Après réflexion, les commissaires décident de faire vérifier la validité juridique de cet article 26, ainsi que l'amendement associé par le service du contentieux et des affaires juridiques du Congrès en vue de la séance publique du 7 avril prochain, de ce jour. Très bien. Merci, Madame le rapporteur. Donc, je me tourne vers le secrétaire général du Congrès. Est-ce qu'il y a eu cette vérification juridique demandée à l'occasion de la commission, Monsieur le secrétaire général? Oui, Monsieur le Président, les vérifications juridiques ont été opérées. Elles figurent dans la note du 6 avril qui vous a été adressée, sur la deuxième page en particulier. Pas d'objection des services du Congrès sur ce point, et nous avions consulté de manière informelle les services du gouvernement qui partageaient l'analyse du Congrès. Très bien. Merci, Monsieur le secrétaire général. Donc, l'amendement numéro 17, tel qu'il est présenté, est tout à fait valable juridiquement. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. L'amendement, je soumets au vote l'amendement numéro 17, qui est favorable. Il est adopté à l'unanimité. L'article 26 ainsi amendé. Je le soumets au vote. Qui est pour? Il est adopté à l'unanimité. Article 27. Sur recommandation de la Direction des affaires juridiques, Madame Julier propose un amendement supprimant cet article 27 dans la disposition pénale semble relever de la compétence de l'État au titre de la procédure pénale, selon un avis du Conseil d'État du 2 avril 2013. Donc, amendement numéro 18, cette proposition de la modification de l'article 27, suppression de l'article 27 et nouvelle numérotation des articles suivants. Après réflexion, les commissaires décident de faire vérifier la validité juridique de cet article 27, ainsi que l'amendement associé par le service du contentieux et des affaires juridiques du Congrès, en vue de la séance de ce jour. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le secrétaire général, rappelez-nous les conclusions de vos vérifications, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, donc effectivement, les conclusions de nos vérifications figurent là également sur la note qui a été adressée à l'ensemble des conseillers. Ici, de notre point de vue, l'amendement serait nécessaire sur un plan juridique, puisqu'il éviterait toute difficulté en termes de répartition des compétences sur l'article 27 tel qu'il est rédigé. On se fonde notamment pour cette analyse sur un avis qui a été rendu par le Conseil d'État en 2013 sur la pénalisation de la fraude fiscale, dans lequel le même type de problème de compétences s'était posé. En conséquence de quoi, nous considérons que l'amendement ne pose pas de problème juridique, bien au contraire, il permet de réparer
il permet d'éviter un risque juridique. Très bien. Merci, monsieur le secrétaire général. La réponse est claire. Madame la rapporteure, rappelez-nous l'erreur matérielle également. Oui, il y a une erreur matérielle dans l'intitulé du chapitre suivant. Au lieu de chapitre 4, lire chapitre 5. Avis favorable sur cette modification. Très bien. Donc sur l'amendement numéro 18, qui est favorable à l'amendement numéro 18, pour, contre, il est adopté. Sur l'article 27 ainsi amendé, qui est pour, il est adopté à l'unanimité. Article 28. Madame Julier propose de réécrire cet article 28 comme suit. À compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, la délibération 110 du 24 juillet 85 définissant la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usine hydraulique est abrogée. Avis favorable de la commission sur cet article 28 ainsi modifié. Merci. Pas de demande d'intervention. Qui est favorable à l'article 28 ainsi modifié? Il est adopté à l'unanimité. Article 29. J'en ai pas. J'en ai pas d'article 25. Madame Julien indique que la référence à l'article 10 est fausse et propose au deuxième alinéa de remplacer la référence à l'article 10 par une référence à l'article 8. Avis favorable sur l'article 29 ainsi modifié. Merci. Qui est favorable à l'article 29 ainsi modifié? À l'unanimité, il est adopté. Rappelez-nous les conclusions de la commission sur l'ensemble du texte, s'il vous plaît, madame le rapporteur. Sur l'ensemble du projet de délibération ainsi amendé, la commission émet un avis favorable sous réserve des vérifications opérées par le service du contentieux et des affaires juridiques du Congrès sur l'amendement numéro 14, ancien numéro 15, à l'article 15 et les articles 26 et 27, ainsi que les amendements associés. Merci, madame le rapporteur. Donc, les deux dernières personnes présentes à l'occasion de cette commission ont donné un avis favorable. La procuration. Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, y a-t-il des déclarations de vote? Ah, excusez-moi. Monsieur Lallier, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Non, je ne voyais pas l'article de transmission habituel, donc je me demande si la référence à la publication suffit pour que ça soit applicable. Normalement, il doit toujours... Monsieur Philippe Michel, vous deviez remarquer ça, hein, en tant que président du grand exécutif. Je comprends que vous n'avez pas le temps de tout le dire. Mais... Monsieur Lallier, c'est une excellente remarque. Non, mais cet article sera rajouté, vous avez raison. Philippe Michel, qui est président, aurait pu... Donc les services du Congrès rajouteront l'article de transmission habituel. Vous avez raison. Avant de procéder à l'ensemble du texte, y a-t-il des déclarations de vote? Pas de déclaration de vote? Monsieur Netiero? Madame Baquès? Madame Juillet? Madame Baquès, vous avez la parole. Vous avez la parole, Madame Baquès. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous satisfaisons que ce projet de délibération que nous avions initié il y a un peu plus d'un an puisse être aujourd'hui présenté au Congrès. Il permettra aux opérateurs de bénéficier d'un cadre réglementaire modernisé dont l'objectif est de faciliter le lancement de nouveaux projets. La Nouvelle-Calédonie dispose d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel qu'il est important d'exploiter pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'hydroélectricité constitue la plus sûre et la moins chère des énergies renouvelables aujourd'hui exploitables. Nous constatons chaque jour l'importance pour la Nouvelle-Calédonie et pour Enercal de bénéficier des retombées du barrage de Yaté. Financière tout d'abord en raison de son coût de revient extrêmement bas, mais également pour la sécurité du réseau dans son ensemble. Avec cette nouvelle réglementation, plusieurs nouveaux projets de petite ou moyenne importance verront le jour dans les prochains mois, ce qui augmentera de manière significative la part du renouvelable dans le mix énergétique calédonien. Ensuite, le développement de l'hydroélectricité constitue en cette période de crise une réelle opportunité économique. Cette nouvelle filière va générer la réalisation d'investissements importants qui permettront de créer des emplois dans des secteurs actuellement en difficulté, notamment celui du BTP. Enfin, parce que je sais que chacun dans cette Assemblée est attaché au développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie, je souhaite exprimer un souhait à l'attention du gouvernement.
L'objectif de cette réglementation est de faciliter le lancement de nouveaux projets. Néanmoins, les procédures restent pour le moins lourdes et complexes. Par conséquent, après le vote de ce texte, nous souhaitons que le gouvernement puisse poursuivre, en collaboration avec les opérateurs, un travail de simplification des démarches. Mes chers collègues, parce que ce texte que nous avions initié répond à des grands enjeux de développement, les Républicains voteront pour. Merci, Madame Backès. Madame Juillet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, aucun projet de centrale hydraulique n'a vu le jour depuis 20 ans. 20 ans d'immobilisme réglementaire laissant la Nouvelle-Calédonie brûler des énergies fossiles quand l'énergie des cours d'eau pourrait soulager le système électrique et alimenter avec fiabilité des habitats ou des exploitations agricoles reculées. Il est donc temps de mettre à profit le potentiel hydroélectrique de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, en simplifiant les procédures et en offrant davantage de flexibilité, ce nouveau texte facilite l'émergence de centrales hydrauliques. Il relève le seuil qui sépare le régime d'autorisation de celui de la concession plus complexe et apporte la visibilité nécessaire aux investissements des opérateurs. Par ailleurs, ce texte moderne s'attache à disposer d'un maximum d'éléments permettant de concilier valorisation et préservation de la ressource en eau et s'inscrit pleinement dans les principes de participation et de consultation du public de la Charte de l'environnement. Loin, très loin des effets d'annonce que certains lui ont reprochés, le gouvernement germain fait la démonstration qu'il est en ordre de marche pour conduire le pays vers la transition énergétique et atteindre les 100% de distribution publique couverte par des énergies renouvelables. Une délibération en faveur des investissements dans l'hydroélectricité, un arrêté sur le rachat de l'électricité aux particuliers, une multitude d'autorisations délivrées pour des fermes photovoltaïques. Autant de mesures qui auraient dû être prises plus tôt par ceux qui étaient au pouvoir et qui maintenant aboient en refusant de voter le schéma pour la transition énergétique. Laissez finir notre collègue. Dans un contexte... S'il vous plaît, laissez terminer notre collègue. C'est une déclaration de vote. Chut. Poursuivez, Madame Juillet. Dans un contexte où notre dépendance énergétique frôle les 100%, nous rendant extrêmement vulnérables, tant sur le plan économique que social et environnemental, Calédonie Ensemble considère que le recours aux énergies renouvelables est une priorité pour notre pays. Nous voterons donc en faveur de ce texte et espérons voir adopter le schéma pour la transition énergétique dans les plus brefs délais. Très bien. Terminez, Madame Juillet, s'il vous plaît. Non, j'ai pas terminé. Mais c'est la première fois comme ça qu'on m'acclame. Voir adopter le schéma pour la transition énergétique dans les plus brefs délais, non mais c'est bien de le répéter, afin que le gouvernement, dont nous saluons le volontarisme, puisse poursuivre son travail dans les meilleures conditions possibles. Merci, chers collègues, pour votre attention. Merci, Madame Juillet. Monsieur Ouachetine, vous avez la parole. Merci, Président. Si ce projet de délibération a l'ambition de toiletter et de réactualiser certaines règles nécessaires en matière d'autorisation d'ouvrages hydrauliques, nous souhaiterions que la DAVAR formalise rapidement les documents que sont les études d'impact et le règlement pièce à joindre au dossier de demande d'autorisation. Par rapport à la norme 4000 kWh, pour nous, nous considérons que cette norme n'est pas adaptée au débit de nos cours d'eau, moins volumineux que les cours d'eau en métropole. Cet aspect est d'ailleurs relevé par les associations environnementales. Plus l'équipement est puissant, plus il est considéré comme impactant. Il faut baisser le seuil de l'autorisation de 2000 kW. Ce seuil de 4000 kW est copié d'un décret d'État qui date de 1919 et qui ne convient pas au contexte du pays. D'autre part, l'autorisation de 40 ans, pour nous, n'est pas en adéquation avec la volonté de se conformer aux règles environnementales qui évoluent très vite actuellement compte tenu des événements climatiques, des évolutions technologiques et des procédés techniques. De ce fait, nous estimons qu'il faudrait par ailleurs que nous souhaiterions par ailleurs que les autorisations soient soumises à un dépôt de garantie afin de prévenir toute forme d'incident ou d'accident humain écologique.
Même s'il y a des amendes, celles-ci, pour nous, ne couvriront pas totalement, le cas échéant, une catastrophe écologique. Il peut être préconisé que des bénéficiaires de ces autorisations souscrivent obligatoirement à des assurances pour protéger notamment les populations qui en dépendent. Les ouvrages construits sur aux ressources fondamentales à la conservation de l'espèce humaine, animale et végétale, pour nous, doivent être surveillés et entretenus en permanence. C'est le vœu que nous formulons, comme nous formulons également le vœu d'avoir des données plus exactes de nos ressources en eau. Et pourquoi pas un atlas sur le sujet. En attendant que ces mesures et ces préconisations soient prises en compte dans un futur proche, nous voterons le présent texte qui nous est soumis. Merci, Président. Merci, Monsieur Wachetine. S'il n'y a pas d'autres déclarations de vote, je procède au vote de l'ensemble du projet de délibération qui est favorable. À l'unanimité, ce projet de délibération est adopté. On en termine avec le dernier point de l'ordre du jour qui concerne la désignation d'un rapporteur spécial concernant l'avant-projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre social. Ce dossier a été transmis au conseiller le 25 mars dernier. Est-ce qu'il y a des candidatures? Je sens qu'il y en a qui vont se précipiter. Y a-t-il des candidatures? Vraisemblablement, il y a une candidature qui est susceptible de se déclarer. Ça serait M. Blaise. Qui c'est qui propose la candidature de M. Blaise? M. Blaise. Ah. Donc y a-t-il une candidature pour être rapporteur spécial du d'avant-projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre social? Monsieur Blaise. Vous avez la parole, Monsieur Blaise. Je suis candidat. Merci, Monsieur Blaise. Pas d'autres candidatures? Qui est favorable à la candidature de Monsieur Blaise? À l'unanimité, Monsieur Blaise, vous avez été désigné rapporteur spécial de l'avant-projet de loi du pays. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez lire l'arrêté de clôture de la session extraordinaire, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. L'article 1er de cet arrêté est ainsi rédigé. La session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie déclarée ouverte le jeudi 7 avril à 9h25 et clôturée le même jour à 15h05. L'article 2 est l'article de transmission, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire général. Donc, je déclare la session close et la séance close. Je vous demande quelques minutes avant d'ouvrir à nouveau la séance suivante, la session et la séance suivante, concernant la demande de deuxième lecture formulée par Monsieur le Haut-Commissaire sur les baux ruraux, à la demande donc du groupe UC-FNKS nationaliste. On se donne 10 minutes, un quart d'heure? 10 minutes? Ça vous va? Très bien. Donc la séance est levée et on se retrouve dans un quart d'heure.